Podcast maçonnique par Hervé H. Lecoq. Les 9 preux, The Nine Worthies. Pour expliquer la fondation du rite anglais style émulation, il ne convient pas seulement de parler de l'union des anciens et des modernes. Ça, tout le monde peut le faire. Non, pour faire le travail sérieusement, il convient de remonter avant la création de la Emulation Lodge of Improvement, avant même la fondation de la Loge de Réconciliation. Toutefois, sans avoir à remonter jusqu'à Telstan, parlons des années 1750, lorsque se forme une deuxième grande loge pérenne, celle des Ancients, les anciens, qui s'opposera dès sa fondation à la grande loge qu'ils nommeront, pour les dénigrer même, celle des modernes. Pour mémoire, souvenons-nous que les plus anciens, ce sont les modernes, et les plus récents, ce sont les anciens. J'espère que vous suivez toujours, je ne vais pas l'expliquer dans ce podcast. En 1792, ces anciens, soucieux d'éviter une dilution des rituels qu'ils reprochaient aux modernes, ces anciens donc créent une sorte de commission ou de comité nommé The Nine Worthies, les 9 preux, ou Excellent Masters. Ces 9 preux, étant alors censés être élus chaque année, se devaient de s'assurer de la standardisation constante du rituel suivant les différents workings en usage. Rappelons que le rite anglais est constitué d'une somme de workings ou manières de travailler, qui sont autant de nuances subtiles dans les rituels, généralement dues à des habitudes nées de la pratique des rites dans chaque loge. Chaque loge ayant déjà l'habitude à l'époque de faire un petit peu ce qu'elle voulait lorsque les portes du temple étaient fermées, la grande loge des anciens décida qu'il était temps d'y mettre un peu d'ordre. Il est ainsi rapporté dans les minutes de la grande loge des anciens en date du 7 mars 1792, résolu et ordonné qu'une uniformité générale de la pratique et des cérémonies de l'ancien métier devait être préservée et transmise inchangée à la postérité, les loges de Londres et Westminster sont tenues de recommander un frère de chaque loge qui doit être un maître ou passé-maître et qui plus est bien qualifié dans le métier pour être nommé au grand chapitre. En octobre de chaque année, pour être élu un des 9 excellents maîtres qui sont permis de visiter les loges, et si l'occasion le requiert, se doivent de faire un rapport sur celle-ci au grand chapitre, ou au député grand maître qui actera ce qu'il jugera nécessaire. Ces excellents maîtres ne sortaient pas pour autant de nulle part. En effet, depuis 1783, les excellents maîtres étaient des frères maîtres et passés maîtres, admis maîtres de l'arc royal pratiqué par les anciens. Il est ainsi dit dans les résolutions du 5 novembre 1783, « Tous les membres de l'arc royal doivent être enregistrés dans un livre particulier réalisé à cet effet. Le livre s'intitulera « Seper Enola Rabim », ce qui signifie « le registre des excellents maîtres ». Et plus loin, « Le grand chapitre général devra, une fois par an, quand dûment assemblé avec les grands officiers, faire le choix d'un certain nombre des plus excellents maîtres parmi eux. Ce nombre ne devant excéder 9 personnes pour procéder à certaines des cérémonies secrètes relatives à l'arc royal, l'installation des grands officiers ou des processions, etc. Ceci dans le but que les anciens landmarks soient scrupuleusement préservés et transmis purs et non modifiés à notre postérité pour toujours. » Vous noterez bien le « notre postérité ». Nous avons donc des Excellent Masters, qui sont des sortes de super maçons instruits et détenteurs d'un pouvoir unificateur, et parmi eux, 9 sont désignés pour faire encore plus de ménage, car visiblement tous ensemble, ils ne devaient pas être d'accord. Mais alors, ces 9 Worthies parmi les excellents maîtres, pourquoi les nomme-t-on les 9 preux ? Eh bien, il s'agit d'un clin d'œil aux Nine Worthies of London, qui est une œuvre écrite en 1592 par Richard Johnson, celui-ci s'inspirant alors d'une œuvre plus ancienne, puisqu'elle date des environs de 1312 et qui s'intitule « Les Vœux du Pan ». Les Vœux du Pan, c'est un roman en vers composé par Jacques de Longuillon, un Picard, et dans lequel apparaissait un motif bien particulier, celui de 9 héros de l'Antiquité gréco-romaine, juive mais aussi également chrétienne. Ces 9 preux étaient alors, pour les gréco-romains, Hector de Troie, Alexandre le Grand et Jules César. Pour les héros juifs de l'Ancien Testament, Josué, mais également le roi David, celui qui amassa des richesses pour que son fils Salomon puisse jouer au bâtisseur, et Judas Maccabée. Attention, ne pas confondre avec le Judas de Jésus. Ici, Judas Maccabée est le grand prêtre guerrier des Juifs de moins 165 à moins 160 qui continua la révolution des Juifs contre le pouvoir syrien des Séleucides qui avait lancé une campagne d'hellénisation du peuple juif.
C'est un des plus grands guerriers de l'histoire juive et le terme Maccabée dérive probablement de l'araméen Makaba ou Makébet en hébreu, qui veut dire marteau ou masse. Judas le marteau, c'est vous dire s'il devait être gentil avec ses ennemis. Vous savez donc une signification du terme Maccabée. Je dis ça, je dis rien si ça vous inspire. Nous avons donc 3 héros antiques, 3 héros juifs, mais il manque les héros chrétiens. Il s'agit alors d'évoquer Carlus Magnus, ou Charlemagne si vous voulez franciser son nom, le roi Arthur, qui n'a probablement jamais existé, et Godefroy de Bouillon. Godefroy de Bouillon étant le premier roi de Jérusalem lors de la première croisade, même s'il a lui-même refusé le titre de roi pour se faire appeler avoué du Saint-Sépulcre. Notons également que dans un manuscrit maçonnique nommé le Harleian MS, celui-ci est substitué à Guy de Warwick, enfin bref. Le concept des 9 pros est alors repris en 1592 par Richard Johnson en glorifiant des héros britanniques beaucoup plus connus des contemporains, tels Sir Henry Pritchard, Sir William Sevenock, passons, retenez juste que dans la version britannique, ce sont des formidables personnes qui n'ont absolument aucun lien avec notre sujet. Ce qui est important dans le concept des 9 pros, c'est qu'ils représentent symboliquement tous les aspects des vertus de la chevalerie guerrière. Ce sont donc appliqués à la franc-maçonnerie les héritiers de la perfection du savoir. Ce n'est donc pas anodin pour les anciens de nommer leurs plus grands érudits 9 preux, puisqu'ils durent à mon avis effectivement beaucoup avoir à batailler pour aller dire à des loges « Non, ce que vous faites, ce n'est ni juste ni parfait. Ce que vous faites, c'est faux. » Il devait ainsi y avoir une sacrée ambiance quand les 9 preux débarquaient dans une loge, un peu comme « Bonjour les 9 preux, je viens voir comment vous travaillez, ne vous inquiétez pas, si tout est correct, on n'aura rien à dire. Oh tiens, c'est quoi ça ?» Heureusement, pour les différencier des autres frères, ces 9 preux possédaient une médaille à exhiber au nez des curieux. Quelques descriptions de ces médailles nous sont parvenues et même quelques illustrations. Mais grâce au travail d'un frère, le frère Trevor L. Harris, passé maître de la Neptune Lodge numéro 22, issu de la Grande Loge des Anciens, vous pourrez ici l'admirer. J'attire tout particulièrement votre attention sur le détail des faces. Sur l'une des faces, on peut lire « One of the Nine Dwarfs », qui signifie « un des 9 preux », et de l'autre côté, regardez, il notait « Sit lux et lux fuit ». Je le prononce très mal, mais j'ai fait du grec. C'est subtil, mais cette expression latine provient de « Dixit Deus », « Sit lux » et fuit lux, qui signifie que la lumière soit et la lumière fut, Genèse 1, 3. Mais les plus perspicaces d'entre vous auront noté qu'on ne dit généralement pas sit lux, mais fiat lux, car fiat lux est la traduction latine faite par la Vulgate de Jérôme de Stridon entre 390 et 405. Alors là, vous pourriez me dire, comment ça, mais les anciens qui se targuaient de connaître mieux que tout le monde les usages maçonniques étaient même pas capables de citer une locution latine. Les latinistes purs et durs s'exclameraient « Mais c'est n'importe quoi, sit lux, c'est une mauvaise traduction, c'est pas assez précis, c'est pas assez impératif. » Rien de moins faux. Car justement, que cette devise ait été choisie plutôt que la citation traditionnelle est peut-être le signe de quelque chose. En effet, en disant « sit lux », un jeu de mots est fait sur la lumière qui doit être avant. Sit signifie ainsi de laisser la lumière exister, alors que fiat signifie que la lumière soit créée à partir de rien. Ainsi, en employant sit, la lumière existe déjà, mais on la révèle, alors qu'avec fiat, la lumière n'existait pas et on la crée. Nos frères et sœurs comprendront aisément que le fait de donner la lumière peut vouloir dire quelque chose de particulier à des profanes, surtout quand nous l'avons déjà nous-mêmes reçue. Elle existe donc déjà, et il convient de dire « sit lux et lux fuit », alors car ce n'est pas nous qui la créons, nous ne faisons que la révéler. Je vous donne donc rendez-vous pour avoir un peu plus d'éclairage dans un prochain podcast consacré à la suite de cette chronique sur la fondation du rite anglais de style émulation. Allez, bis frat. C'est quoi déjà le nom du mec qui parle de franc-maçonnerie sur YouTube, là ? Hervé H. Lecoq. Oh, c'est pénible à chaque fois. Taper son nom. Bon, tu sais quoi, je vais cliquer sur s'abonner, la cloche, toute. Comme ça, moi, j'ai une notification à chaque fois qu'il publie une vidéo, tous les dimanches matin à 9 h. Et puis, tu sais quoi ? Je vais le faire aussi sur l'ordi de ma femme, depuis la vidéo. Comme ça, au moins, c'est réglé. Elle arrêtera de me demander le lien. Hé hé.